110 milliards de francs CFA pour revaloriser les salaires, pour créer des emplois, pour améliorer le quotidien des Burkinabés. Depuis hier, des missions gouvernementales sillonnent les 45 provinces du Burkina pour expliquer le sens de ces efforts importants du gouvernement et pour recueillir les attentes des populations. En Ukraine, les régions russophones s'insurgent. À l'est, des séparatistes proclament la populaire de l'Est. Les Occidentaux pointent un doigt accusateur sur la Russie, accusée d'être celle qui orchestre ces mouvements. Et puis, à partir du 10 avril, la Société burkinabé d'ophtalmologie tient son 3e congrès, œil et pathologie générale, c'est le thème. Le professeur Nonfounkoun Meda nous en parlera. Il est sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Merci de suivre le 20h sur la RTB. La portée des mesures sociales expliquées aux populations du centre. À Ouagadougou, c'est le ministre d'État Assimi Kwanda à la tête d'une délégation de ministres qui s'est chargé de cet exercice. L'auditoire réuni à Ouagadougou a pu ainsi prendre les mesures des efforts exceptionnels pris pour améliorer les conditions de vie des populations, des travailleurs et des populations dans leur ensemble. Reportage signé Maxime Zongo. Expliquer les raisons et l'importance des mesures sociales, évaluer avec les populations les effets de cette action gouvernementale, recueillir des observations et recommandations, puis rappeler la position du gouvernement par rapport à la situation nationale. Voilà résumé les objectifs de cette mission. À Ouagadougou, la rencontre a eu pour cadre la Maison de la Culture Jean-Pierre Guingané. Ce que nous retenons, c'est que les appréciations sur ces mesures sont positives. La population souhaite que leur domaine soit davantage élargi. La revalorisation de la rémunération des travailleurs, la consolidation des filets sociaux, la création d'emplois nouveaux, l'accès au financement et aux produits de première nécessité, un ensemble de mesures estimées à plus de 117 milliards de francs CFA, sur lesquels la délégation a tenu à expliquer les contours dans un langage accessible. Toutes les mesures qui ont été prises, c'est accompagner la population dans le développement. En tout cas, c'était intéressant. La mobilisation, les gens étaient intéressés et ils ont posé des questions pertinentes. C'est avec une satisfaction totale que nous avons écouté le message de la délégation gouvernementale qui a donné plus d'éclairage par rapport aux mesures sociales qui ont été prises en 2013 et renforcées récemment avec d'importantes mesures qui rentrent dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles à tous les niveaux. Après avoir apprécié positivement ces mesures du gouvernement, les différents intervenants ont tenu à partager avec les membres de la délégation un certain nombre de suggestions et de recommandations, puis exprimer de nombreuses préoccupations. Tout ne peut pas se résoudre le même jour, dira le chef de la délégation. L'essentiel, a-t-il poursuivi, la volonté du gouvernement est affichée et l'effort va se poursuivre avec notamment la reconduction des crédits nécessaires pour pérenniser les principales mesures. Les ministres Djibril Bassolé et Alain Zoubga étaient à la rencontre des forces vives du centre-ouest, à Léo et à Sapuy. Jeunes, vieux, hommes et femmes se sont dit plutôt satisfaits des mesures sociales du gouvernement, mais l'effort devra se poursuivre pour résorber encore plus les déficits sociaux. Et ils ont adressé au gouvernement à la fois leur satisfaction, leur gratitude, mais aussi leur cri de cœur. Isaïe Parkouda. Ce face-à-face entre les forces vives de Léo, de Sapuy et les autorités gouvernementales a été une belle occasion pour les fils et filles des deux localités de la région du centre-ouest d'exposer leurs différentes préoccupations. Ces populations reconnaissent que les mesures sociales prises en Conseil des ministres en septembre 2013 et reconduites le 24 mars dernier ont sensiblement contribué à améliorer leurs conditions de vie. Toutefois, elles demandent que de nouveaux efforts soient encore consentis pour leur permettre davantage de sortir de leur précarité. Le IMO qui est venu, c'est très bien. Mon souhait, s'il peut nous aider à augmenter aussi pour que d'autres femmes qui n'ont rien, les pauvres dames, ceux qui n'ont pas de mari, qu'elles puissent aussi gagner aussi pour rentrer là-bas, avoir leur pain. Au niveau de la zone de Léo, depuis notre enfance jusqu'aux indépendances, il n'y avait pas de problème de sécurité. Aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité. Il faut que l'État mette un accent là-dessus. Léo, c'est une zone de forte production agricole. Il faut que les séries techniques
organise les gens dans le cycle de production. Cette rencontre a aussi permis à la délégation gouvernementale de s'imprégner de l'impact réel de ces mesures sur le quotidien des populations. Et selon Djibril Vipene Bassolé, les présents échanges vont donner d'autres voies de thérapie pour les maux dont souffrent les populations. J'ai été personnellement impressionné par l'impact positif des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui semblent avoir été favorablement accueillis. Les populations ont posé un certain nombre de revendications propres à la province d'Isiro concernant l'électrification, l'adduction d'eau potable, les questions de santé et autres. Les efforts justement doivent se poursuivre dans le sens du maintien du dialogue et de l'écoute. C'est dans le souci de rendre plus visible l'action gouvernementale et de se soumettre au devoir d'écoute du gouverné que se tient de telles rencontres. L'assistance a par ailleurs formulé le souhait de voir se perpétuer ces genres d'initiatives. Redistribution des fruits de la croissance, voici les mots par lesquels la mission gouvernementale présente aux populations de Manga, de Pau et de Kambisiri les mesures sociales annoncées le 24 mars dernier, des mesures saluées par les populations qui espèrent à l'avenir des solutions plus pérennes, plus durables. Oswald Gaëtan Segda. Aux populations de la région du Centre-Sud, le gouvernement parle de ses récentes mesures sociales. De septembre 2013 à janvier 2014, 21 milliards ont été consacrés aux universités publiques, autant de milliards au renforcement des différents fonds alloués aux jeunes et aux femmes, au contrôle des prix et à l'élargissement des filets sociaux. 54,7 milliards ont permis de revaloriser la grille indemnitaire des fonctionnaires. Coût total des mesures, 117 milliards de francs CFA, entièrement financés par le budget national. Le gouvernement communique alors sur ce qu'il appelle un effort jamais égalé. La tournée d'explication vise à donner au public, aux populations, le contenu de ces mesures sociales. Et ça permet aux personnes ressources, ça permet aux organisations de la société civile, à l'administration déconcentrée, de bien les maîtriser et de répercuter le message auprès de la population. Effort certes, mais insuffisant, donc doit mieux faire, notent les bénéficiaires de la région du Centre-Sud. Pour cela, les coutumiers demandent une prise en charge et les retraités sollicitent une indemnité de vieillesse. Quant aux syndicats, ils réclament des solutions structurelles qui puissent avoir un impact durable. Le président du FASO verra encore ce qui est possible de faire les années à venir. En attendant, je pense que ce qui préoccupe le gouvernement, c'est de mettre véritablement, diligemment ces mesures en place. À Manga, Pau et Kambisiri, le message est passé et les populations attendent davantage une redistribution des fruits de la croissance. On a assisté au même forum dans le centre-nord, les mêmes échanges entre gouvernement et population pour une meilleure compréhension des mesures sociales prises par le gouvernement. De Boulsa, le compte-rendu de Basile Bassolé et de Seydou Zon. Faire connaître aux populations les mesures sociales prises par le gouvernement, c'est la raison principale qui a conduit les ministres Dramane Yameyogo et Koumba Boli à Boulsa. Première étape de cette tournée dans le centre-nord. Face aux forces vives, les deux émissaires ont expliqué les raisons et l'importance de ces mesures sociales. Après la prise des mesures par le gouvernement, des mesures sociales de cette envergure qui en réalité embrassent une bonne partie de notre vie nationale, nous avons estimé qu'il était totalement indiqué que dans le cadre de la communication gouvernementale, que des missions du gouvernement se déplacent auprès des personnes qui sont concernées pour, n'est-ce pas, porter le message afin que le sens de ces mesures-là puisse être véritablement compris. Et je pense que ces missions se justifient en ce sens. Après, s'en est suivi des échanges qui ont permis à la mission gouvernementale de recueillir les préoccupations des populations. Une démarche bien appréciée. Je dois dire que c'est la première fois que nous avons vu tant de mesures sociales au niveau du Burkina. C'est vraiment important. Et on a vu également qu'il y a des catégories qui, depuis longtemps, n'ont pas eu autant d'augmentation. Et les mesures ne se sont pas arrêtées seulement aux travailleurs
et aussi aux populations des villes qui peuvent parfois se soulever, mais ça a touché tout le pays et je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, la mission aussi, c'est une bonne chose parce que c'est un effort de communication. Nous avons constaté que ce gouvernement fait beaucoup d'efforts de communication. Ça permet de comprendre ce que le gouvernement est en train de faire. Mais nous avons compris aussi qu'en retour, il voudrait voir quelles sont les préoccupations des forces vives et des populations ici, ce qui est une bonne chose en vue des prochaines mesures. En tant que force vive, je crois que c'est une très bonne chose. Et du reste, ces mesures seront expliquées par la mission et la population prendra la valeur de toutes ces mesures-là qui ont été prises en faveur donc des populations au niveau du Burkina Faso. Et ce qui est plus important, c'est que le gouvernement a pris l'initiative d'aller vers les populations et leur expliquer ce qui a été pris et peut-être recueillir un certain nombre de conseils et d'autres préoccupations peut-être qu'ils n'ont pas pu prendre en compte afin qu'en l'avenir, cela soit pris en compte par le gouvernement. Bien avant, la mission gouvernementale a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses. La prochaine étape de la tournée est prévue à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. Le gouvernement à l'écoute également des préoccupations des populations de Titao et de Djibo à la suite des mesures sociales prises par le gouvernement pour réduire le coût de la vie des Burkinabés. Le ministre Yacouba Bari et Amadou Diemdioda Diko conduisaient cette mission dans le Sahel. Reportage de Adama Ouidraogo. Les mesures sociales prises par le gouvernement du Burkina Faso en septembre 2013 pour réduire la vie chère des Burkinabés est l'objet de la sortie gouvernementale dans les 45 provinces du pays. À Djibo et à Titao, ce sont les ministres Yacouba Bari et Amadou Diemdioda Diko qui étaient les porte-voix du gouvernement auprès des populations. Les sorties donc sont devenues pratiquement une tradition pour le gouvernement de se rendre donc auprès des populations pour rendre compte de l'action du gouvernement et particulièrement échanger avec les populations sur les mesures qui ont été prises donc courant mars 2014 pour un peu faire profiter au maximum de Burkinabés les fruits de la croissance. Et nous sommes venus donc leur entretenir sur les 7 axes qui ont été définis, qui vont donc du renforcement du système éducatif avec la mise en place de crédits pour améliorer donc les infrastructures au niveau de l'université. On a élargi le nombre de produits en prenant en compte les huiles alimentaires qui verront aussi faire la promotion des huileries qui sont installées. Au terme des échanges entre la délégation gouvernementale et les populations des deux localités, il ressort que les actions prises par le gouvernement sont salutaires, mais un certain nombre de points restent à parfaire. C'est avec vraiment une gaieté immense que nous sommes informés de ces mesures prises par le gouvernement. Jusqu'au niveau de 6 axes, 6 mesures qu'ils ont prises pour améliorer les conditions de vie de la population en général. Au niveau des jeunes et des femmes, il y a eu vraiment une activité énorme, louable, qui est venue en tout cas résoudre le problème du chômage. Ils ont demandé qu'on puisse mettre en œuvre des mécanismes pour faciliter donc l'accès au crédit qui seront mis en place. Le problème du désenclavement, ils ont insisté beaucoup, comme j'ai dit, sur le bitumage de la voie Ouaïga-Titao-Guibo. Ils ont insisté sur la construction de routes en terre pour désenclaver les chefs-lieux de communes rurales, les rattacher donc à leur capitale provinciale. Ils ont posé des problèmes d'infrastructure. Les écoles sous paillotes, certaines écoles à régulariser, les infrastructures sanitaires. Le gouvernement compte améliorer davantage les conditions de vie des populations en augmentant le nombre de boutiques témoins et en renforçant le contrôle des prix. Outre ces mesures, le gouvernement a pris des engagements pour faciliter l'accès au financement de l'entrepreneuriat féminin et celui des associations du secteur informel. Il entend poursuivre ses actions pour lutter contre la vie chère au pays des hommes intègres. Les missions d'information et d'échange s'achèvent aujourd'hui dans les 13 régions et dans nos éditions de demain, nous continuerons de vous faire écho des échanges entre les populations et les différentes délégations gouvernementales qui viennent de sillonner toutes les provinces du pays.
Un car de transport en commun s'est incendié cet après-midi à environ 7 km de Tinkodougou sur l'axe Tinkodougou-Bitou. Les causes de l'incendie restent inconnues. Ce car d'une compagnie malienne en provenance du Togo avait 21 passagers à bord. Fort heureusement, ils sont tous sortis indemnes de cet accident, mais on note d'importants dégâts matériels. Reportage Kassoum Sori. Voilà le constat que l'on pouvait faire à notre arrivée sur le lieu de l'incident. Un incident produit à environ 7 km de Tinkodougou sur l'axe Tinkodougou-Bitou. Pour l'instant, difficile de déterminer la cause exacte de cet incident. C'était à peu près à 60 à l'heure, mais je vois sur le rétroviseur qu'il y a la fumée qui est en train de jaillir derrière moi. Donc je me suis dit qu'il y a la fumée, je me suis arrêté. Je suis venu, j'ai vu la fumée, j'avais l'insecticide. J'ai essayé de mettre ça, mais ça n'a pas pu. Pour la fumée, je ne peux rien dire là-dessus, puisque si c'était la batterie, ça allait donner masse, ça n'a pas donné masse. Je donne ça à Dieu. La vingtaine de passagers à bord de ces cars d'une compagnie malienne a pu sortir indemne. Toutefois, d'importantes pertes matérielles restent à dénombrer. Arrivé dans la route, dans le Burkina, le car, il prend le feu. Il y a beaucoup de mamassadis qui a boulé dedans. Maintenant, je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé un peu seulement le reste. Il est dans le car, il est boulé. Je prends ça 2 millions, c'est un peu seulement j'ai trouvé dans le car. Tout le reste là, ça a boulé. Si du côté de la gendarmerie venue sur place, il est encore difficile de situer les responsabilités. Cependant, il est quand même important d'attirer l'attention des transporteurs sur la nécessité des visites techniques pour éviter de telles situations. Parlons à présent de mines, des moyens d'accroître leur impact sur l'économie burkinabé. La fourniture locale des biens et services aux entreprises extractives représente un important levier. La Chambre des mines, la Banque mondiale, le ministère des Mines et de l'Énergie et l'Alliance des fournisseurs examinent depuis ce matin les créneaux et les contraintes à lever pour créer un environnement propice aux achats locaux. Reportage Abdelaziz Yagibou. Pour plus d'impact sur l'économie burkinabé, les acteurs du secteur des mines accélèrent le processus de promotion des achats locaux. Il faut atteindre dans de meilleurs délais 75% de consommation locale des biens et services. Un défi de taille. Pour le relever, la Chambre des mines, de concert avec la Banque mondiale et le ministère des Mines, explore un chemin qui passe par la création d'un environnement propice. S'appuyant sur des études menées par des experts en la matière, ces parties prenantes ici réunies se proposent d'analyser la demande des sociétés minières opérant au Burkina, d'évaluer les fournisseurs burkinabés et d'élaborer des politiques et exigences de suivi des achats locaux. La fourniture locale des biens et services miniers est une thématique très importante pour notre pays parce qu'il s'agit en fait de l'ensemble des achats que les sociétés minières font à des entreprises locales ou nationales. Après avoir présenté les résultats des études récentes sur les achats locaux au Burkina, le forum va faire un aperçu des opportunités et identifier des actions concrètes pour une application appropriée du plan d'achat qu'il va préparer. Un plan qui s'inspirera de l'expérience et des pratiques d'autres pays de la sous-région ouest africaine. Nous essayons de travailler à augmenter la contribution en fait, des Burkinabés à la fourniture des services aux différentes mines qui sont installées parce que d'aboutir à cela permet d'augmenter l'effet de la mine sur l'économie nationale. De ce forum, les fournisseurs burkinabés attendent des stratégies à même de les soutenir dans leurs activités. Les miniers travaillent beaucoup avec les fournisseurs locaux. Pourtant, on constate au sein des locaux que cela n'est pas une réalité. Parce que le pourcentage n'est pas énorme. Pour cette raison, nous avons créé l'association L'Union qui fait la force pour voir dans quelle mesure nous allons pouvoir acquérir une compétitivité. Cette démarche qui promeut l'harmonie des stratégies est une des étapes de la marche de la Banque mondiale vers la réalisation de son projet de soutien aux achats locaux du secteur minier en Afrique de l'Ouest. À Issakan, la mine réalise un programme d'investissement en faveur des populations. La société Ayam Gold s'ouvre aux journalistes pour mieux faire connaître son plan d'action et de réinstallation. Reportage Bernard Diassou.
C'est une communication axée sur le projet d'expansion de la mine de Sakane avec la réalisation de son deuxième plan d'action de réinstallation. Communication faite par le surintendant du département Relations et Développement communautaire de la dite mine et qui a précédé à une série de visites des réalisations des projets de développement communautaire d'Ayam Gol et Sakane SA qui ont ponctué le séjour de ces hommes de médias. De Sakane site à Gesakado dans la commune de Falaguntu, en passant par Sambagré Nord et Marganta, ce sont des hameaux impactés par l'expansion de la mine de Sakane qui se sont vus compenser des biens d'habitation, de jardins maraîchers et des programmes de restauration de moyens de subsistance. On était quand même dans une zone vraiment où il y avait beaucoup d'embouteillages. C'était pêle-mêle, la construction. Donc avec la société, avant de nous réinstaller, même ils ont arriéré, c'est-à-dire qu'ils ont loti le coin avant même de construire et pouvoir quand même nous réinstaller. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, avec leur programme de développement, vraiment, ils en ont fait de Sakane quand même une ville. Bon, nous sommes venus nous réinstaller ici. Vraiment, nous sommes satisfaits de cette réinstallation avec les maisons, les WC et douches que nous avions. On n'a pas de difficultés. Maintenant, comme elles sont réinstallées, bon, elles ont même pensé que le projet allait les laisser comme ça, les oublier. Mais Dieu merci, le projet a pensé à les apprendre comment faire le jardinage. Ce projet d'expansion de la mine de Sakane a impliqué le déplacement de 555 ménages, soit 3208 personnes de ces hameaux impactés. Comme annoncé en titre, je reçois dans ce journal le professeur Meda à la faveur donc du 3e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie qui se tient donc les 10, 11 et 12 avril. De quoi allons-nous parler à ce congrès? Je vous remercie, M. Tchombiano, de me donner la parole pour parler de notre congrès. Vous savez que les yeux constituent un merveilleux appareil qui fonctionne si bien qu'on n'a pas le temps de s'occuper. Et souvent même, on soigne les gens et on ne s'occupe pas trop des yeux. On devrait s'occuper des yeux. Il faut s'en occuper. À part se laver la face. On peut faire mieux que cela. Parce que ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais il faut les surveiller. Il faut vérifier que les yeux font bien. Il faut vérifier qu'ils marchent bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, mesurer l'acuité visuelle, vérifier que l'œil voit comme il doit voir, vérifier qu'il est propre, regarder à l'intérieur, parce que l'œil a la particularité d'être comme une vitrine. On peut voir jusqu'à l'intérieur. Il faut aller donc chaque fois chez l'ophtalmologue? Au moins une fois, 2 fois par an, quand tout va bien. Pour s'assurer que tout va bien, nous avons l'habitude de prendre un exemple. Nos voitures, nos motos, nous allons les réviser. Nous pensons qu'il faut le faire pour les yeux. Et voilà. Le thème, c'est œil et pathologie générale. Oui. Quel est le problème que vous allez poser et qu'est-ce qu'il va avoir comme intérêt pour le public, pour les patients Œil et pathologie générale. Justement, l'œil fait partie des organes du corps humain, comme le ventre, comme les pieds. Et il marche tellement bien que nous avons l'impression, nous les ophtalmologistes, que quand on examine le reste du corps, on n'examine pas l'œil, on ne vérifie pas qu'il voit bien. Alors que, par exemple, pour recruter un fonctionnaire au travail, il faut vérifier que ses yeux voient bien. Et un petit enfant, il faut vérifier que ses yeux voient bien. Et comme c'est les agents de santé qui s'occupent du reste du corps et que l'œil qui voit tout d'ailleurs, on a l'impression qu'il ne se plaint pas assez. Depuis un certain temps, à la faveur d'une augmentation de la longévité, il y a beaucoup de maladies des yeux qui nous surprennent. Et quand ça nous surprend, ça veut dire qu'on a perdu la vue.
et parfois de façon irrémédiable. Nous voulons, nous, ophtalmos, demander à nos collègues, nos collaborateurs, agents de la santé, de s'intéresser un peu plus à cet œil parce que justement, il y a un certain nombre de problèmes qu'on peut résoudre quand on les voit à temps. Mais une chose est de procéder à la révision régulière, c'est-à-dire à des consultations régulières, mais une chose est de trouver la thérapie qu'il faut, par exemple, aux maladies de l'œil. Et là, il y a beaucoup de difficultés, notamment à la prise en charge. Les verres, ça coûte cher, et même il y a certaines prises en charge qui coûtent cher. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? On pourrait dire que c'est cela le problème, mais avec le développement aujourd'hui, nous pensons qu'on peut trouver des verres bon marché, très bon marché d'ailleurs, parce que les verres tels que nous le voyons même à Ouagadougou, ça va au-delà de 50 000. On les traite comme de la joaillerie et on vient de parler des mines. Dès lors qu'on traite un problème essentiel tel que les lunettes pour voir, si on laisse tomber le côté joaillerie, le côté beauté, et on veut tout simplement voir, on peut avoir des verres à moins de 10 000. Aujourd'hui, sur le marché international, si nous le voulons bien, je vais dire le personnel de santé, les autorités, on peut avoir des verres des lunettes à moins de 10 000. L'exemple a été démontré dans le système de santé avec les médicaments génériques. Si on veut des verres moins chers, on peut les avoir, et des verres de bonne qualité. C'est possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous aurions souhaité que les agents de la santé, la population et tous les partenaires, pour le cas des lunettes, on peut avoir des lunettes nettement moins chères que ce qui est sur le marché. Régulièrement dans les administrations, on procède à des opérations de consultation et on fait l'acuité visuelle. Des problèmes peuvent se poser, mais il n'y a pas une réponse, par exemple, d'accompagnement souvent des fonctionnaires à avoir les instruments pour une meilleure vie. Est-ce que l'État ne va pas s'impliquer aux côtés de la Société burkinabé d'ophtalmologie pour régler ces problèmes? Bien, c'est notre souhait. Nous avons d'ailleurs une série de 10 panels et le 10e panel traite de la problématique de l'intégration des soins oculaires dans les formations sanitaires. Vous avez raison. On devrait voir des verres, on devrait mettre les verres à disposition des populations dans les CMA, dans les CSPS, au moins les lunettes de lecture. Dans beaucoup de pays, ça se fait. Mais je crois que peut-être nous n'y songeons pas assez. Nous avons beaucoup d'autres problèmes, à tel point que le problème de l'œil, parfois, même la population croit que c'est du luxe. Si vous vous donnez des lunettes à un papa ou à un grand-papa au village, il va dire « moi je suis vieux », alors qu'il voit mieux avec. Je crois que c'est ce concept-là, il faut qu'on change. C'est un instrument qui permet de bien voir. Et si dans le CSPS, l'instituteur à la retraite, il va dire « je ne peux plus lire les journaux, je ne peux plus regarder les leçons de mes petits-enfants », il doit trouver les lunettes au niveau du CSPS, par exemple. De plus en plus, on voit des campagnes engagées d'opérations de cataracte. Oui. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas d'anarchie dans la prise en charge du problème de l'œil? Est-ce qu'il y a une prise en charge effectivement structurée à la portée des populations? On essaye. Je crois que le problème des soins des yeux, c'est exactement comme les autres problèmes. Il y a tellement à faire que souvent, on a l'impression que les intervenants le font dans l'anarchie. Mais moi, j'ai lu un papier ce matin où il y a un cahier de charges. On nous demande de bien préciser qui vient, qui fait quoi, est-ce qu'il fait bien, d'où il vient. J'ai lu un document ce matin là-dessus. Si nous sommes partis de ce congrès, c'est parce que nous sommes du ministère de la Santé. Nous voyons venir les choses et de temps en temps, nous nous réunissons avec les autres pour élever la voix et attirer l'attention parfois des populations parce qu'elles sont partenaires. Sinon, nous pouvons dire aujourd'hui, on ne peut pas parler de pagaille. Mais il faut une visibilité et peut-être un contrôle. Et c'est ce que nous nous attelons à faire, non seulement au niveau de la Société burkinabé d'ophtalmologie, mais au niveau des structures et même, il y a des gens qui viennent travailler, nous participons aux activités avec eux
Et ça correspond bien à un certain ordre. Parmi les objectifs du Congrès, il y a donc la contribution à la prévention de la cécité au Burkina Faso. Comment cela se fait ou devrait se faire? La contribution à la prévention de la cécité, puisque nous avons pris le cas de la cataracte, si vous prenez les pays développés, la cataracte n'est pas une cause de cécité. Les gens se font opérer avant de devenir aveugles. Si vous prenez l'Afrique et particulièrement le Burkina Faso, les gens attendent de devenir aveugles pour se faire opérer. Vous voyez le problème. En France, par exemple, les gens ils conduisent leurs voitures, il y a les lumières qui sont... devient difficile, on dit non, c'est le cristallin qui commence à se cataracter. On l'enlève, il voit clair. Mais à Ouagadougou, les gens se plaignent des lumières. C'est vrai qu'il y a des phares qui sont un peu trop montés, mais ils attendent de perdre la vue. Et si d'ailleurs on veut opérer quelqu'un alors qu'il voit encore un peu, il va dire il faut attendre un peu. D'ailleurs, ils disent que ça mûrisse. Peut-être que c'est nous qui avons donné ce terme. Mais on peut opérer avant. Et c'est la prévention de la cécité. Mais la cataracte est la première cause de cécité au Burkina Faso. Nous pensons que les gens ne le savent pas aussi. Et nous pensons que nous n'avons pas suffisamment de technicité pour le faire. Mais ça fait une vingtaine d'années que nous sommes là. Les choses s'améliorent. Et les gens se font opérer, ils voient très bien. Il y a combien d'ophtalmologues pour les 15 millions de Burkinabés? Nous sommes à une vingtaine. Le chiffre est vraiment faible. Le chiffre est faible. Et nous avons beaucoup de cataractes à opérer. Il y a à peu près de 300 000 cataractes à opérer. Et sur la vingtaine, vous avez peut-être une quinzaine qui opèrent vraiment. Il faudrait qu'on opère. Et quand les gens des autres pays voient ça, ils trouvent mais il y a de la moisson à faire. Et ils viennent. Alors donc, nous avons du travail à faire et les ophtalmologistes d'abord voient. Et on voudrait que les autres collègues, les autres personnels de santé puissent nous aider. Si dans un CSPS, on trouve des cataractes, moi je vais opérer. Mais actuellement, si je dois aller les trouver moi-même, ça fait une perte de temps. Merci, professeur Noufounikoun Meda, donc président de la Société burkinabé d'ophtalmologie. Merci bien pour ces informations. L'intégration reste une quête majeure pour l'émergence de nos États. Ces enjeux doivent être appropriés par la jeunesse africaine. L'éducation peut y contribuer efficacement. Ce projet est à l'étude. On réfléchit actuellement à la formulation et l'harmonisation des modules d'évaluation et de formation sur l'intégration africaine. Reportage de Sylvestre Da. Avec cette rencontre de réflexion organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, c'est le processus de formulation et d'harmonisation des modules d'éducation et de formation sur la promotion de l'intégration régionale qui est en marche au Burkina. La rencontre regroupe les représentants des différents départements ministériels et les membres du comité de suivi de l'harmonisation des modules de formation sur l'intégration régionale. Il s'agit de parvenir à s'accorder sur des modules pertinents selon les différents ordres de formation existants au Burkina. Nous voulons maintenant, après cet atelier, avoir un référentiel qui va servir à enseigner donc, les modules dans toutes les écoles de façon uniforme. Au départ, l'intégration sous-régionale depuis les indépendances, c'était le fait des États. Mais avec maintenant l'évolution, la perspective 2020, on a estimé qu'il faut aller vers une intégration des peuples. Ce qui veut dire qu'il faut que chacun de nous comprenne le sens et la portée de l'intégration sous-régionale, les enjeux et les retombées positives qu'on peut en attendre. Les travaux sont prévus pour durer 2 jours. 2 jours au cours desquels les acteurs sont invités à des échanges fructueux. On aura un peu à évaluer ce qui a été fait au niveau de certaines écoles de formation et ce qui devrait être fait aussi au niveau des écoles qui n'ont pas encore formulé des modules. Cette rencontre marque une étape majeure du processus entamé à Koudougou en avril 2013 et qui vise à terme à élaborer une mallette pédagogique des modules de formation sur l'intégration régionale au Burkina. L'action se veut une contribution à l'effort national d'appropriation des enjeux de l'intégration par la jeunesse burkinabé. Les résultats issus de ces réflexions devraient servir également de repères pour les autres États de la CEDEAO notamment.
Les acteurs de l'éducation de base font le bilan du programme stratégique de développement de l'éducation de base PDCEB. Il ressort qu'il y a eu des avancées en 2013. Le bilan partiel devrait permettre de corriger les dysfonctionnements dans la mise en œuvre du programme pour garantir effectivement l'atteinte des objectifs qui sont l'amélioration des indicateurs et les performances de l'éducation. Reportage signé de Moumouni Soubega. Le PDCEB, le programme de développement stratégique de l'éducation de base, est sur le point de remporter la bataille contre l'analphabétisme au Burkina. C'est une conviction partagée par les acteurs de mise en œuvre de ce programme. Au nombre des acquis engrangés, on note la réalisation de plusieurs infrastructures scolaires. À l'étape actuelle, nous pensons quand même que nous avons réalisé pas mal de choses qui peuvent être constatées sur le terrain en matière d'infrastructures, en matière de formation des enseignants, en matière d'équipement des salles de classe. Certes, ce n'est pas suffisant, mais quand même, je crois que nous nous approchons un peu des objectifs qu'on s'était visés. Cette rencontre nous permettra de voir pourquoi on n'a pas atteint les 100% et certainement trouver les solutions de remédiation. Du côté des partenaires techniques et financiers, la satisfaction est également au rendez-vous. Nous apprécions les résultats atteints. Surtout dans un contexte avec des enjeux aussi importants que le transfert de compétences vers le MENA et d'une réorganisation à ce niveau, dans le contexte également de la mise en œuvre du continuum, afin que l'éducation de base couvre 10 années. Le PDCEB est un des maillons de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Il couvre la période de 2012-2021 et a pour mission essentielle d'améliorer les indicateurs et performances en matière d'éducation de base à travers le développement du préscolaire, la réalisation de l'enseignement primaire universel en 2021 et l'accélération de l'alphabétisation au Burkina. Comment se porte l'éducation dans les hauts bassins? Bien, mais il y a insuffisance d'écoles appropriées. La ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a été interpellée sur cette question lors d'une rencontre avec les acteurs locaux. D'autres questions relatives à la tenue des conférences pédagogiques, les indemnités de certains personnels ont également été posées. Le reportage est signé de Amadou Lougué. Le transfert du préscolaire et du post-primaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA exige une réadaptation du personnel pour faire face aux nouvelles réalités. Conscients de cette situation, les personnels d'administration et de gestion du MENA sont réunis ici à Bobo-Dioulasso. Il s'agit pour eux de plancher sur la problématique de la gestion efficiente des ressources humaines. Aujourd'hui, ce n'est qu'une continuité et pour nous, c'est de former aussi les acteurs de la structure institutionnelle MENA dans ce processus de transfert. D'abord, qu'ils s'approprient de ce concept de transfert, qu'est-ce que ça signifie, quelles implications aussi ça au niveau de leurs tâches quotidiennes, mais aussi au niveau de comment anticiper. Parce que c'est ça aussi, vous avez vu, la thématique, c'est vraiment comment s'assurer qu'on anticipe sur les effectifs, comment on planifie, comment on programme, et donc ça veut dire tout simplement anticiper. Koumba Boli a exhorté les participants à persévérer dans le dynamisme et l'ardeur au travail, chose déterminante pour l'atteinte des objectifs du ministère. Un message qui semble être bien reçu par ces derniers. Quand vous regardez donc le thème, cela veut dire qu'à la fin, des tableaux prévisionnels des résultats devaient donc être faits pour qu'on sache quelles ressources humaines utiliser à quel poste en prévision de quels résultats attendus. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le système éducatif, il faudrait que ça soit organisé et que chacun fasse son travail. Que l'enseignant enseigne, que le pédagogue encadre et que le gestionnaire gère et planifie la gestion. Les participants et participantes sont venus de la boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Plus de 1500 personnes sont concernées par cette conférence. À noter également que cette conférence se tient simultanément à Dori, à Fada, à Gawa, à Waiguya et à Bobo-Dioulasso. Voilà, c'est plutôt un reportage signé de Karim Sissé. À Niangologo, dans les cascades, les élèves sont appelés à intégrer dans leur esprit et comportement la culture de la non-violence et de la paix. C'est l'objet d'une campagne sur le civisme à Niangologo, lancée par une délégation gouvernementale et le réseau citoyen engagé pour le développement de la région des cascades Résidec. Reportage Momoni Barou. Vous êtes
l'avenir du Burkina Faso? Oui ou non? Vous êtes le futur ministre du gouvernement, oui ou non? Certainement sortiront de là des futurs cadres du pays. Le conférencier du jour, le ministre de la Communication Alain-Edouard Traoré, en compagnie du ministre délégué du budget Clotilde Ki-Nikema, s'est entretenu durant 1 heure avec les élèves de la commune de Niangoloko sur le civisme à l'école. Si le climat scolaire est le plus souvent propice aux apprentissages dans les établissements scolaires, il n'est pas aussi rare de constater des cas d'incivisme dans ces lieux d'éducation. Les discussions au bout d'1 heure ont permis de savoir le déphasage qu'il y a parfois entre autorités et élèves ou entre autorités et jeunes. Et je crois que ça ne nous décourage pas, ça nous met au défi de continuer. Et nous essayons de leur expliquer l'importance du dialogue. Le dialogue est une chose extrêmement importante. Nous voulons leur dire d'être obéissants, d'être sages comme on le dit, et de se prêter, je dirais, aux orientations que donnent les parents, le corps professoral, mais aussi les autorités, les adultes, les forces de l'ordre. Et nous n'avons pas d'autre moyen que de discuter, que de dialoguer. Les membres du réseau citoyen engagé pour le développement de la région des Cascades, Résidec, fortement impliqués pour la promotion du civisme dans les écoles, ont bien accueilli cette séance de sensibilisation qui, selon eux, va servir de leçon à tous les élèves de la région des Cascades. C'est déjà satisfaisant pour moi que les premiers responsables arrivent à venir, à dialoguer tout directement avec la jeunesse. Cette jeunesse, je crois à la jeunesse. Je sais que s'il y a les responsables, les premiers responsables arrivent à causer avec ma jeunesse, que je suis jeune comme eux, je sais que tout ce que nous voulons entreprendre pour le pays, ça peut marcher. Ce que le ministre est venu faire, en tout cas c'est bien, c'est le développement de notre pays. On veut qu'ils n'ont qu'à continuer jusqu'à la fin. Donc comme cela, si on continue avec ça, on sait que notre pays va avancer. Une école sans violence dans la région des Cascades, gage d'une éducation de qualité. C'est sous ce thème que cette campagne de sensibilisation sur le civisme a été lancée dans la cité de Santa afin d'éviter des manifestations de tout genre dans le milieu éducatif. À Bobo Dioulasso, les dangers du plastique étaient au cœur d'une campagne de sensibilisation. Dans ce cadre, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a échangé avec ses partenaires des Hauts-Bassins sur la nécessité de lutter contre les déchets plastiques. Reportage Moumouni Barou. Et la Commission électorale nationale indépendante prépare le terrain. Pour ce faire, elle a lancé le recrutement de 2500 opérateurs de kits. Initialement, nous avions envisagé un seul centre de dépôt à Ouagadougou. Ça, du 4 août, c'était le 10 et 11. Nous avons décidé au niveau de la CENI d'ouvrir un second centre de dépôt de dossiers au niveau de Bobo Dioulasso. Et des équipes seront en place pour pouvoir effectivement récupérer les dossiers qui doivent être constitués normalement d'une demande manuscrite de l'intéressé, de la photocopie légalisée de sa CNIB ou du passeport, d'une photocopie légalisée du diplôme, le baccalauréat, ou alors le BP en informatique. Bon, évidemment, nous avons souhaité que ceux qui vont faire ce travail avec nous, qu'ils puissent avoir un moyen de locomotion. En tout cas, ce serait vraiment souhaitable qu'ils puissent avoir effectivement ce moyen de locomotion. Ils seront effectivement transportés jusqu'au chef de commune, mais à partir des chefs de lieu de commune pour aller au niveau des différents villages, il va falloir avoir un moyen de déplacement. Ce serait en tout cas souhaitable. Je précise bien qu'à Ouagadougou, c'est bien au stade du 4 août et à Bobo Dioulasso, c'est au stade municipal. Maître Barthélémy Kéry insiste sur l'aspect pécuniaire. Chaque opérateur aura 200 000 francs CFA par mois et aura un appui en carburant pour son déplacement. Ce que nous pouvons faire, donc selon le budget, et donc au niveau de la CENI, c'est prévoir une rémunération de 200 000 francs par mois pour donc les opérateurs. Nous allons leur assurer un appui en carburant, donc pour qu'ils puissent effectivement faire le déplacement au niveau des villages. Alors, je comprends qu'il y a des personnes qui estiment que voilà, bac informatique, etc., c'est plus que 200 000 francs par mois. Nous n'envisageons pas de faire ce genre de discussion avec les intéressés. Ce sont les conditions que nous avons, les possibilités financières que nous avons, que les personnes qui estiment qu'elles méritent plus
qu'ils s'abstiennent de venir en fait à notre dossier. Les conditions de recrutement sont simples. Avoir un baccalauréat ou un BEP en informatique, maîtriser l'outil informatique, être apte à travailler sous pression et être libre de tout engagement durant la période. Voilà, c'est plutôt un reportage de Frédéric Etienne Bassinga sur les recrutements d'opérateurs à la CENI. Nous retrouvons donc l'événement environnement, sensibilisation des acteurs sur les dangers du plastique, reportage proposé par Moumouni Baro. À Bobo-Dioulasso, comme partout ailleurs au Burkina, il n'est pas rare de voir les déchets plastiques éparpillés autour des concessions. Ces déchets constituent donc une menace sérieuse pour la santé des populations et pour l'environnement. Conscient de l'impact de ces phénomènes, le gouvernement burkinabé a décidé d'accentuer la lutte en impliquant tous les acteurs à la base. Le sachet plastique, pour moi, n'est pas un produit prioritaire et stratégique. Sans sachet plastique, là, personne ne va mourir. Donc, si ce n'est pas stratégique et indispensable, et s'il y a des alternatives, allons vers l'innovation, parce que nous sommes au XXIe siècle. Et dans ce monde globalisant où tout est compétitif, si nous n'évoluons pas, nous reculons, nous sommes stagnants. Donc, il existe des potentialités, il existe des alternatives, et face à l'évaluation coût-avantage, nous nous rendons compte que les coûts sont plus élevés en matière d'impact environnemental, en matière d'impact sur la santé humaine. Pour amener les populations à épouser cette idée de lutter contre la prolifération des déchets plastiques, les producteurs, les importateurs, les revendeurs, les ONG et associations, les élus locaux ont été conviés à cet atelier de concertation. Les sachets constituent présentement une menace même pour les collectivités en tant que telles. Alors, chez nous, nous sommes en milieu rural, alors que les activités qui se mènent en milieu rural, c'est essentiellement l'agriculture et l'élevage. Et l'utilisation des sachets plastiques constitue une menace pour les deux activités. Alors, donc, en tout cas, l'atelier est la bienvenue. Après plusieurs interpellations de l'opinion publique, le Burkina Faso envisage donc de prendre des mesures d'interdiction à travers des projets de loi. Il s'agit d'interdire la production, l'importation, la commercialisation et la distribution de sachets ou emballages plastiques non biodégradables et une mesure de taxation pour les plastiques comme moyen de conditionnement. Le Centre international de l'eau engage la réflexion au sein de la CEDEAO sur les approches de suivi et évaluation des services locaux d'eau potable et d'assainissement dans les zones rurales et dans les zones secondaires ouest africaines. La réflexion devra aboutir à des approches, à des stratégies locales de planification des services d'eau. Reportage Saline Nana. C'est pour répondre aux besoins croissants des acteurs locaux impliqués dans la fourniture des services en eau et assainissement que ces participants des différents pays d'Afrique de l'Ouest sont réunis ici à Ouagadougou. À l'initiative de l'IRC, le Centre international de l'eau et de l'assainissement et ses partenaires, ce séminaire international est un cadre d'échange d'expériences, de connaissances et d'enseignements sur les évolutions et les opportunités de services en eau potable, d'hygiène et d'assainissement. Tout service d'eau nécessite un minimum d'informations régulièrement actualisées et ces experts ont 3 jours pour analyser les données récoltées en vue d'améliorer les services d'eau et d'assainissement. En Afrique, ces derniers temps, le constat que nous avons fait, c'est que nous avons fait beaucoup de réalisations en matière d'eau potable. Nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures, mais l'insuffisance que nous avons aussi notée, c'est que dans la plupart de ces pays, il manque un système de monitoring, c'est-à-dire un système de suivi et évaluation par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et ce séminaire, justement, l'objectif principal, c'est qu'en rassemblant tous les acteurs de l'eau potable ici, c'est que chacun vienne avec son expérience de divers horizons pour que nous essayions de regarder quelles sont les insuffisances qu'il y a de part et d'autre, quelles sont les forces qu'il y a de part et d'autre, pour voir comment nous pouvons partager cette expérience. 2014 est l'année de la dernière touche à la réalisation des objectifs du millénaire. Et pour que l'accès à l'eau potable et aux services d'hygiène et d'assainissement devienne une réalité, ces acteurs s'y attellent déjà pour la mise en place d'un monitoring répondant aux besoins spécifiques des zones rurales et des villes ouest africaines. Le canton de Solenzo accueille un nouveau chef installé par le Conseil des chefs coutumiers et traditionnels
des Banwa, le nouveau garant de la tradition, a été intronisé en présence des fils et filles des Banwa. Reportage Francis Tien. Le patron de commandement. Attribut royaux en main, Dibissam Koulibaly est désormais le nouveau chef de canton de Solenzo. Il succède ainsi à Mossi Koulibaly en devenant le 7e chef de canton de Solenzo. Dibissam Koulibaly devient de ce fait le garant des valeurs ancestrales des 29 villages de son canton. Cherchant à la retraite, le nouveau chef, âgé de 56 ans, place son pouvoir sous le signe de la paix, de la cohésion et de l'intégration sociale. Le chef pense qu'il assoit son pouvoir sous le règne de la paix, de la cohésion et du pardon dans la communauté, étant donné que les populations de Solenzo ont traversé de vives épreuves très difficiles à un moment donné ayant abouti à des querelles intercommunautaires. Aucun développement n'étant possible sans la paix, il a invité les populations au pardon. Selon lui, il existe deux types d'hommes. Celui qui sait reconnaître son tort est considéré comme un homme. Et celui également qui sait pardonner est également considéré comme un homme. Un hommage mérité a été rendu à son prédécesseur Mossi Koulibaly pour ses œuvres durant son règne qui a duré 50 ans. Le canton de Solenzo a été créé en 1921 et Amadou Ier, dit Amadouba Koulibaly, en fut le premier chef. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Bonne soirée.